le monde. Ici le balado Émotions au cœur de l'action du groupe communautaire SROH. Ce groupe veut aider à renforcer l'identité personnelle pour deux raisons. La première, c'est pour se sentir mieux avec soi-même. Et puis la deuxième, c'est pour être dans l'action au sein de sa communauté. Ici Véronique. Janice. Denise. Et aujourd'hui, nous avons deux invités avec nous que je vais laisser se présenter. On va commencer avec Alexandra. Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 19 ans, je suis étudiante. J'aime beaucoup lire, apprendre de nouvelles choses et voir mes amis. Merci Alex. Maintenant, on va laisser Sébastien se présenter. Oui, salut. Donc, je m'appelle Sébastien, j'ai 20 ans et je suis en première année en études internationales à l'UDM. Super. Voilà. Merci à vous deux d'être présents aujourd'hui. Donc, notre sujet aujourd'hui, c'est en fait, on se pose la question par rapport à qu'est-ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Et pour commencer ce fameux balado, on va faire un petit tour de table pour parler de notre cheminement, justement, quant à ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Je vais commencer. Dans le fond, moi, depuis le début du secondaire, je me demandais quoi faire plus tard. J'avais quelques idées, mais j'étais pas certaine. Puis plus ça avançait, plus ça devenait anxiogène. J'avais en tête d'être dermatologue parce que j'aimais vraiment tout ce qui avait rapport avec la peau. J'ai pensé à être orthopédagogue, orthophoniste, sexologue. Puis au final, je me suis dit, vu que j'aime l'art et l'écriture, je pourrais essayer d'être scénariste au cégep. Donc, j'ai passé 3 ans au cégep dans ce programme-là pour finalement rien trouver d'assez passionnant ou rien de trouver que je pourrais vraiment faire comme métier. Donc, je me suis dit que j'allais prendre une année sabbatique. Pendant mon année sabbatique, je me suis dit que j'allais prendre des cours de langue, de cuisine, que j'allais voir une conseillère en orientation. Puis quand j'ai vu ma conseillère, j'ai passé des tests de personnalité, j'ai fait des recherches, énormément de recherches. Puis un jour, je suis tombée sur l'herboristerie. J'ai lu là-dessus, ça m'a intriguée. Puis là, j'ai regardé des vidéos de personnes qui parlaient de ça. Puis là, quand j'ai vu et écouté ce que les gens disaient, j'étais comme, c'est ma voix. Genre, le métier m'appelle. Je le ressentais dans mon cœur que c'était fait pour moi. Puis à partir de maintenant, j'étudie pour devenir herboriste. Super, merci pour ton intervention, Janice. Alex, c'est quoi ton petit cheminement scolaire? Oui, j'ai jamais su vraiment qu'est-ce que je voulais faire plus tard. Surtout avec mes études, j'ai eu beaucoup de retard, donc ça peut être aussi un peu démotivant. Les études que je pourrais faire pour qu'est-ce qui pourrait m'intéresser. Comme par exemple, j'aimerais bien aller en criminologie ou un peu dans ce domaine-là, mais si j'ai pas les notes, je peux pas me rendre à cet objectif. C'est sûrement, je vais m'orienter plus vers les DEP, mais c'est vraiment pas qu'est-ce que je pourrais faire comme DEP, donc c'est sûr qu'il faudrait que je me sente plus et tout. Oui, je vais parler de mon cheminement aussi. Donc, tout le long de mes années, souvent, je me suis dit que j'allais finir en médecine. Je pensais surtout thérapeute sportif, physio. Ça a souvent été ça tout le long, donc je me suis jamais vraiment inquiété. Jusqu'à temps que j'arrive en secondaire 4-5, que là, j'ai commencé à avoir des doutes. Finalement, moi, j'avais beaucoup aimé le programme de ATS en sciences, qui est vraiment plus appliqué, qui est plus manuel. Et j'ai aussi quand même des bonnes capacités dans ce domaine-là. Donc, j'ai commencé à me dire que ce serait peut-être une meilleure idée d'aller vers ce domaine-là, des sciences plus ingénierie, etc. Dont mes profs aussi me disaient que ça serait probablement une bonne idée. Par contre, j'ai à mourir la chimie et donc j'ai essayé d'éviter ça et je me suis dit que j'allais en génie mécanique, une technique génie mécanique au cégep. Comme ça, je n'avais pas à faire sciences nature, sciences pures et que après j'allais à l'université en génie mécanique. Donc bref, je suis rentré directement en technique. Finalement, après 1 an et demi, ça ne m'a pas plu. Et pour des raisons aussi personnelles, finalement, j'ai décidé de tout arrêter et je suis parti en année sabbatique aussi comme Janice et pour voir un peu
c'était quoi mes vrais intérêts, etc. Et finalement, quand je suis revenu, j'ai décidé que j'allais en études internationales comme programme à l'université. Donc, ça a été un changement de domaine. Donc, voilà rapidement mon parcours scolaire et autres. Donc, pour ma part, je dirais que j'ai toujours été vraiment passionnée par le domaine de l'enseignement. Et aussi, j'ai toujours beaucoup aimé l'animation, donc animer des galas, faire du théâtre, tout le temps. Ça a toujours été en fait des trucs qui m'ont vraiment passionnée, incluant aussi le côté un peu plus humanitaire, donc faire du bénévolat, aider dans des centres et tout. Donc, je cherchais une façon de pouvoir jumeler, on va dire, toutes ces passions-là dans un métier. Ce qui rejoignait en fait mes intérêts, c'était surtout par rapport aux organisations internationales et les ONG, ces trucs-là, parce que je pouvais aider, je pouvais faire un peu d'enseignement, des trucs comme ça. Bref, ça rejoignait toutes mes passions. Donc, j'ai cherché une voie pour pouvoir faire ce métier-là plus tard et ça m'a permis d'aller au cégep en sciences humaines, programme international sur la géographie, ces trucs-là. Puis après ça, présentement, en fait, je suis dans un bac en études internationales à l'UDM pour pouvoir poursuivre ce but potentiellement. Donc, voilà pour mon cheminement. Mais si je précise, mon cheminement n'a pas été aussi facile puisqu'au départ, j'hésitais beaucoup entre l'orthopédagogie et l'étude internationale. D'ailleurs, j'ai même rencontré Denise comme ça. C'est comme ça, en fait, qu'on s'est rencontrés, puisque Denise était orthopédagogue. Donc, elle me parlait de son métier et ça m'a vraiment charmée. Pour ma part, effectivement, Véronique et moi, on s'était rencontrés pour parler de l'orthopédagogie. Et si je remonte à l'âge de 17-18 ans, j'ai toujours voulu être dans le domaine de l'enseignement. Et puis, par contre, quand je finissais mon cégep et que je devais m'inscrire à l'université, j'hésitais parce que je me disais, est-ce que je veux aller au préscolaire primaire? Est-ce que j'aime mieux travailler avec des enfants qui ont des difficultés? Puis, j'arrivais pas à faire mon choix. Et une de mes amies, à un moment donné, m'appelle et me dit, veux-tu venir faire du bénévolat avec des enfants qui sont en grande difficulté, qui avaient des handicaps sévères et qui, là, je vous parle des années 1970, qui ne fréquentaient pas l'école parce qu'ils étaient exclus du système scolaire à cause de leur handicap. Il y avait des gens qui faisaient du bénévolat pour faire des activités avec ces jeunes-là. Alors, j'ai dit, ben oui, je vais aller voir qu'est-ce que je peux apporter. Et j'ai vraiment réalisé que c'était avec ces jeunes-là que j'avais le goût de travailler. Et c'était pas juste un choix je dirais, de métier à ce moment-là, parce que j'ai découvert quelque chose d'autre au niveau des valeurs humaines qui, pour moi, avait un sens très important. C'est que les jeunes avec qui on travaillait, on pouvait difficilement voir le potentiel qu'ils avaient à cause des handicaps multiples. Alors, j'ai réalisé en travaillant avec la personne ressource qui avait organisé les activités pour ces jeunes-là, que chaque être humain, même si c'est très camouflé, a un potentiel et que si on croit dans le potentiel de la personne, on peut lui permettre d'actualiser son potentiel. On ne sait pas jusqu'où la personne va avancer. L'objectif n'est pas nécessairement de faire de longues études, mais la personne peut progresser, avancer, puis lui permettre d'avoir une qualité de vie et de faire des choses qu'elle aime. Donc, c'est comme ça que, par le bénévolat, j'ai été capable de faire le choix d'aller en orthopédagogie. Puis, je pourrais dire que dans mon cas à moi, ça a toujours été une passion. J'ai enseigné j'ai été 10 ans dans une école primaire. J'ai fait mon doctorat pour ensuite aller faire la formation des enseignants spécialisés à l'université. J'y ai travaillé pendant 25 ans. Donc, je dirais un long processus au moment où j'ai commencé à faire mon chemin en tant qu'orthopédagogue. Puis quand j'ai pris ma retraite, je veux dire, il y a eu comme une espèce de boucle qui s'est faite. Alors, il y avait une continuité dans tout ça. Mais moi, j'aurais eu le goût de poser une question un peu à tout le monde. Est-ce que actuellement, le choix que vous avez fait, est-ce que ce choix-là, il est définitif ou vous avez encore des doutes par rapport à votre cheminement?
Je peux commencer. D'ailleurs, c'est drôle parce que c'est justement une question que j'allais te poser. J'allais te demander si tu avais déjà eu des doutes par rapport à l'orthopédagogie, mais je vais y répondre. Oui, j'ai des doutes sur mon programme parce que je suis plus certaine si c'est ce que je pas si c'est ce que je veux faire plus tard parce que je sais que j'aimerais vraiment travailler dans un domaine humanitaire auprès des enfants, mais c'est plus la tournure de mes études qui me tracasse, pardon. Je vais donner un exemple, en fait, c'est que présentement, dans certains cours, on doit faire des débats qui sont obligatoires. Premièrement, des débats sur Zoom, c'est beaucoup moins attrayant qu'en classe. Donc, j'ai vraiment de la difficulté à me motiver à parler devant un écran quand on voit aucun visage parce que c'est juste des noms. Donc, c'est pas tellement attrayant, de un. Mais aussi, je suis quelqu'un de quand même réservé dans la vie. Donc, quand on me force, entre guillemets, à faire quelque chose, puis qu'on me dit, si tu le fais pas, tu vas avoir 0, ça me donne pas envie de le faire. Puis, j'ai la difficulté déjà à la base de parler par moi-même devant un groupe. Donc, le fait de me mettre une pression supplémentaire pour le faire, ça me tracasse un peu. Et en fait, depuis cet événement-là qui est arrivé en début de semaine, je me pose énormément de questions sur mon programme parce que je me demande si j'ai envie de faire 3 ans dans un bac ou est-ce qu'il y a beaucoup de social qui pourrait me stresser. Est-ce que j'ai envie d'être stressée pendant 3 ans? Est-ce qu'il y a d'autres alternatives pour que je puisse faire ce que je veux faire plus tard? Donc, c'est des questions qui tricotent dans ma tête. Donc, si j'ai des doutes, ben, déjà, il faut savoir que moi et Véro, on est dans le même programme, là, et que ben, moi, c'est exactement pareil. En fait, j'ai aussi des énormes doutes sur le programme. Euh, ces doutes-là sont pas, c'est pas à cause de la matière ni de l'après, mais c'est plutôt la méthode d'apprentissage, je dirais. Comme je disais, je suis quelqu'un de très logico-mathématique, très manuel. J'ai été en génie mécanique et tout. Et là, je suis rentré dans un domaine euh, très, très théorique avec énormément de lecture, énormément de rédaction de textes, de recherche. Et c'est quelque chose qui m'attire très, très peu, qui me motive pas. Et donc, que je ne suis pas non plus, c'est nullement ma force. Donc, ça m'a vraiment donné des gros doutes parce que c'est ça, j'ai vraiment envie de passer 3 ans à apprendre comme à avoir de la difficulté, à essayer d'apprendre comme ça euh, tout le long? Est-ce que je vais avoir la motivation? Est-ce que je vais avoir la force de le faire? Et même, est-ce que après le bac, il va y avoir la maîtrise et autres? Donc, je me demandais, est-ce que c'était ancré dans le domaine ou plutôt c'était plus juste poser mes études? Donc là, c'est les grandes questions de dernière semaine, mais c'est ça aussi que je pense que la COVID n'aide pas, là. C'est ça, je pense que tout le monde, niveau santé mentale, on est un peu tous à bout. Donc, j'ai l'impression aussi que chaque irritant est irritant fois 1000. Donc, c'est sûr que peut-être maintenant j'ai des doutes, mais peut-être en temps normal, j'en aurais pas. Moi, j'aurais tendance à vous poser une question qui serait de l'ordre. Est-ce que le métier que vous aviez choisi par le programme d'études internationales est suffisamment fort en termes de c'est ça que je veux faire plus tard pour que vous trouviez le moyen de dépasser les irritants qui sont, d'après ce que vous êtes en train de me dire, des irritants reliés à des défis que vous devez surmonter, que vous devez affronter. Dans le cas de Véronique, ce que je comprends, c'est que la difficulté de prendre la parole ou d'argumenter dans un contexte d'écran, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, c'est vrai. Mais d'un autre côté, si on tient vraiment à ce qui nous intéresse, ben, on va traverser des épreuves, enfin, ce qu'on appelle une épreuve. Mais en fait, c'est une étape qui est peut-être difficile, mais qui, veut pas, nous amène des compétences qu'on apprend à développer.
Dans ton cas, Sébastien, tu es plus manuel, là, tu es dans le théorique avec de l'argumentation, de la lecture, des résumés, tout et tout. Mais la question peut-être la plus importante, c'est si tu y tiens vraiment à travailler dans ce domaine-là, ben il y a peut-être moyen de trouver comment tu vas traverser le chemin pour aller au bout sans perdre ta motivation. Parce que la motivation, c'est quelque chose on peut s'aider à être motivé si le but ultime nous intéresse. Puis je vais répondre en même temps à la question que Véronique posait tantôt. Est-ce que moi, j'ai déjà douté? Honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir douté, mais ce que je me rappelle, par exemple, c'est que quand j'ai décidé d'aller faire mon doctorat, j'ai eu à passer un examen et j'ai raté l'examen. Et ça voulait dire à ce moment-là, étant donné le cursus que j'avais fait, si je ne réussissais pas à terminer le doctorat, je perdais ce que j'avais fait au niveau de la maîtrise et je n'avais pas de maîtrise non plus. C'était un genre de programme en une seule étape de maîtrise et doctorat. Et donc, ça a été très difficile, cette étape-là. Sauf que j'y tenais. Puis j'avais des motivations pourquoi je voulais faire un doctorat, c'est que je voulais aller enseigner à l'université parce que je trouvais que moi, quand j'avais été formée, on m'avait donné des techniques d'apprentissage pour aider les enfants qui étaient bonnes, mais on ne m'avait pas formée au plan de l'intelligence émotionnelle, des relations interpersonnelles, et j'avais constaté dans ma pratique de 10 ans dans une école primaire que si j'aidais pas les futurs enseignants en adaptation scolaire à développer ça, ben, eux aussi vivraient des grandes difficultés dans l'exercice de leur métier. Donc, ma motivation était suffisamment forte pour que je décide de reprendre l'examen. Et honnêtement, c'était un peu humiliant au niveau où j'étais rendue de dire j'ai raté cet examen. Parce qu'habituellement, les gens ne ratent pas cet examen-là. Donc, il a fallu que je prenne sur moi et que je me dise, bon, ben, reprends tes affaires puis repasse l'examen. Donc, puis, pour enchaîner, j'aurais eu le goût de poser la question à Janice. Toi, de ton côté, ton choix actuel, es-tu capable d'identifier sur quoi il est basé? C'est quoi la source de ta motivation? C'est vraiment le côté bien-être. Dans le fond, si je ferais ça, ce serait juste pour aider les gens, conseiller les gens, puis j'aimerais vraiment ça parce que souvent, même en ce moment, avec des produits que j'achète, des produits naturels que j'essaye, je les passe aux gens, puis je leur dis « Hey, essaye ça si tu as des boutons ou si tu fais de la rosacée, dis-moi après ce que ça le fait sur ta peau. » J'aime vraiment ça, c'est ma passion. Aussi, c'est dans mes valeurs, là, je veux dire. J'aime le fait que ce soit naturel puis qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Parce que si tu sais bien comment mélanger tes produits puis que tu connais les propriétés de tes plantes, ben il n'y aura pas d'effets secondaires. J'aime créer des produits aussi. Ben, j'aime le concept de créer ses propres produits. Tu sais ce qu'il y a dans tes produits. Puis j'avais pensé aussi avec ça créer ma propre gamme. Dans le fond, je voulais faire des produits pour l'acné naturel. Je voulais faire aussi des produits pour la rosacée ou les rougeurs. Je voulais aussi créer des ateliers, comment faire sa pharmacie naturelle, comment faire ses propres épices. Genre, j'ai déjà tout pensé à qu'est-ce que je veux faire avec ça. Fait que pour moi, c'est comme, c'est vraiment ma voie. Je sais quoi faire avec ça de A à Z. Puis aussi, j'ajouterais que j'ai un côté entrepreneur. Ça a aussi toujours été un côté de moi. J'ai toujours voulu avoir mon entreprise parce que pour moi, avoir ma liberté financière, c'est vraiment important. De pouvoir travailler quand je veux, où je veux, de pouvoir prendre des congés quand je veux, pour moi, c'est vraiment important. J'aimerais ça revenir à Sébastien et Véronique, si vous avez des réponses à ce que j'ai dit tantôt par rapport à aux doutes que vous éprouvez actuellement. Sincèrement, j'y ai pensé, je pense, justement aujourd'hui en me disant que comme. En fait, c'est ça, j'ai remarqué que j'ai quand même une habitude de dès que ça commence à devenir trop difficile, je commence à me dire genre je suis peut-être pas dans le bon programme. Les génies mécaniques, c'était un peu ça, là. C'est qu'à un moment donné, ça devenait vraiment, vraiment intense. J'avais vraiment plus de plaisir.
Là, j'étais genre, bon, est-ce que je suis à la bonne place? Et là, j'ai l'impression que c'est en train de recommencer. Mais après ça, c'est ça, je m'étais dit, tu sais, peu importe le programme que je vais choisir, il y aura toujours une période plus difficile. Et comme, il faut juste, tu sais, il y a du monde ceux qui passent à travers de ça, c'est parce que justement, ils ont tellement une motivation tellement forte pour passer à travers tout ça, parce qu'ils ont des objectifs tellement comme hauts et forts. Puis en fait, j'ai remarqué que c'est ça le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de motivation comme me dire comme il faut que je passe pour telle raison, ben j'ai pas ces raisons-là. Moi, c'est plus abstrait, défini. C'est aussi, ça a quand même un peu rapport, je pense aussi à des visions personnelles sur le futur, qui font en sorte que ça modifie un peu aussi ma perspective d'objectif de vie, etc. Ça fait en sorte que je suis beaucoup plus sur le présent que le futur, et ce qui est bien parce que je trouve que je profite plus du présent, mais en même temps, c'est mal parce qu'après ça, justement, quand il arrive des moments difficiles comme ça, ben, je ne suis pas capable de passer au-dessus parce que le futur, j'ai pas encore, c'est quelque chose encore très flou pour moi et que je pense, mais que bref, j'ose pas faire de plan. Et j'ai l'impression que ça vient me freiner au final parce que là, après ça, dès que j'ai des obstacles, ben, j'ai plus cette motivation de passer là, de passer au-dessus. Il y a quelque chose que tu as dit, quand ça commence à être plus difficile, c'est comme, puis que j'ai plus de plaisir. Je pense que votre génération, peut-être d'autres aussi, mais en tout cas, je vais parler pour votre génération, ceux qui ont dans la vingtaine actuellement, on vous a beaucoup fait miroiter que tout ce qu'on fait dans la vie, puis quand vous étiez petit, là, il fallait que vous soyez heureux. Il fallait que vous ayez du plaisir. Puis, on avait, en tant qu'éducateur, parents et enseignants, souvent comme attitude de vous éviter de vivre des frustrations, puis de vous rendre, si possible, la vie facile. Et dans ce contexte-là, on vous a comme créé une structure mentale, un mindset, qu'on pourrait dire si on utilisait un terme anglais, où est-ce que s'il n'y a plus de plaisir, ça ne vaut pas la peine. Alors, la question que je vous inviterais à vous poser, pas nécessairement dans le cadre de notre balado d'aujourd'hui, mais à vous poser après, comment est-ce que je suis influencée par la notion du plaisir et de la satisfaction dans les objectifs que je voudrais atteindre? Pour répondre à ta question également, Denise, moi, je dirais que c'est pas par rapport à un manque de motivation ou le fait de ne plus avoir de plaisir dans mon programme. C'est en fait l'enjeu principal, c'est plus parce que je me mets beaucoup de pression puisque je me compare avec les autres. Mais je suis pas comme les autres, je suis différente. On est tous différents, mais pareil, je le fais pareil. Mais l'exemple justement du débat, ce qui est arrivé, c'est que la très grande majorité des étudiants ont participé. Et moi, j'ai pas participé, j'étais incapable. Puis ça m'a frustrée parce que je voyais tout le monde le faire. C'est pour ça que ça m'a remis en question. Ensuite, j'ai communiqué avec mon prof pour lui expliquer la situation puisque je me sentais mal. Mais j'ai participé dans le clavardage. Moi, je me disais, ah, mais tu sais, c'est correct, je participe au débat. Je suis intéressée, mais je suis juste incapable de le faire. En ce moment, je suis trop anxieuse. Donc, j'ai communiqué avec mon prof. Et mon prof m'a répondu, tu as juste à parler. Juste. Ça m'a frustrée parce que justement, je me disais, OK, mais je suis dans un programme qui ne comprend peut-être pas qu'on n'est pas tous dans le même bateau. Puis je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai parlé avec d'autres étudiants après qui ont eu le même problème que moi. Par anxiété, ils n'ont pas participé, puis eux aussi, ils vont avoir 0. Puis c'est cette non-reconnaissance que je trouve difficile dans un programme comme celui-ci, c'est qu'on est souvent évalué par rapport à notre participation orale dans les cours, mais il y a certaines personnes qui sont pas capables, que c'est plus difficile pour eux, puis on est tous mis dans le même bateau, malheureusement pareil, et je trouve ça frustrant des fois. Puis sinon, aussi, le problème, c'est qu'on étouffe. Si je parle pour moi, j'étouffe énormément avec la COVID en ce moment. J'ai juste plus envie de mettre de l'énergie dans quelque chose. On dirait que comme je vois la COVID, je me dis, OK, il faut que je prenne un break, il faut que je prenne un moment de pause comme tout le monde, puis que je mette mes études
sur pause parce que de toute façon, c'est virtuel. Puis je ne sais pas c'est quoi l'université présentielle. Je ne l'ai jamais vécu. Donc, je ne peux même pas savoir si justement cette non-reconnaissance de mon prof, c'est parce qu'il se dit, ah, ben, c'est facile, tout ton micro puis tu parles. Ou c'est vraiment comme ça dans la vraie vie. Je ne peux pas le savoir. J'ai aucune façon de me comparer. Je peux en parler avec d'autres étudiants. Certes, j'ai besoin de le vivre pour le comprendre. Donc, c'est plus pour ça, en fait, qu'en ce moment, je me pose des questions. Mais je pense qu'avec tout ce qu'on vient de dire, on n'a pas les réponses à toutes nos questions, mais la discussion qu'on vient d'avoir, de mon point de vue à moi, permet d'ouvrir des horizons sur ben, on pourrait regarder telle chose, on pourrait regarder telle chose pour essayer de se faire une idée plus précise du chemin ou de l'étape qu'on voudrait faire dans un court laps de temps, puis dans un moyen terme, puis dans un plus long terme. Alors, d'y aller par étapes, progressivement. Je suis d'accord. Sinon, j'aurais une question à poser à Alexandra. Oui. Je me demandais, toi, est-ce que en ce moment, on va dire avec la COVID, tu te remets en question par rapport à ton cheminement scolaire? C'est comment tes buts en ce moment par rapport à ce que tu veux faire plus tard? Est-ce que ça a un impact? C'est sûr qu'avec le COVID, c'est plus compliqué parce qu'on est moitié à l'école et moitié à la maison. Donc, on n'a pas toutes les informations puis on n'a pas beaucoup de détails parce qu'on doit couper en deux pour l'école et la maison. Donc, des fois, c'est un peu démotivant de faire. Par exemple, en anglais, j'ai beaucoup de la misère en anglais. Et maintenant, je suis avec un nouveau prof parce que c'est ma deuxième session à l'école où je suis rendue. Donc, par exemple, hier, j'ai dû faire un devoir en ligne pour l'anglais. Et j'ai eu beaucoup de la misère à comprendre et à le faire. Même si ma prof d'anglais en ligne, elle a essayé de m'aider puis de m'expliquer les numéros que j'arrivais pas à comprendre, c'est compliqué. C'est quand même un cours important, donc je dois le passer. Je peux pas le redoubler, ce cours-là, parce que je dois avancer pour finir au plus vite mon secondaire. Donc, c'est sûr, c'est des cours de même qui me freinent, puis que ça me fait poser des questions si je vais aller au cégep ou à l'université, ou prendre le chemin le plus facile, puis faire un DEP, mais faire un DEP, j'ai juste peur de pas aimer qu'est-ce que je ferais. Moi, je me demandais, est-ce que quand vous vous dites, genre, je veux trouver un métier, est-ce que vous dites, est-ce que je dois le faire, genre, est-ce que ça doit être mon métier pour la vie? Très bonne question, ça. Parce que moi, c'est ça qui me bloquait avant. Je me disais, OK, mais si c'est pour la vie, je vais jamais trouver. Parce que c'est trop de pression de se dire que tu vas faire ça toute ta vie. Et genre, quand j'ai accepté le fait que je pourrais faire ça, puis si j'aime pas ça, je peux toujours étudier dans quelque chose d'autre ou essayer d'autres choses. Là, c'est comme, je le prenais mieux. Bien, ce que tu viens de dire là, Janice, à mon avis, est quelque chose de très important parce que effectivement, ça fait partie de l'expérimentation. Nous, dans notre génération, la conception qu'on avait du travail était une conception que tu commences quelque part, puis tu vas prendre ta retraite à la même place. Mais le mode de vie dans lequel on est présentement vous invite à faire les choses autrement, à y aller peut-être par bloc d'années. Pendant un certain nombre d'années, vous faites quelque chose, puis à un moment donné, ben, ça vous amène ailleurs, puis c'est pas mauvais, c'est pas dans la mesure où vous acceptez qu'est-ce qui vient avec ça. Quand tu décides de changer d'orientation, ben, ça peut vouloir dire faire des études pendant que tu continues ton travail, parce qu'il faut quand même que tu subviennes à tes besoins pendant la période où tu veux changer de métier. Ou bien, si tu
tu t'es ramassé de l'argent, tu peux te permettre d'arrêter une année puis d'aller chercher un cours spécialisé dans un domaine, puis après ça, de repartir sur une autre voie. Mais ça veut dire qu'il faut comme accepter un certain nombre de contraintes. Ouais. Ouais, c'est sûr. Moi aussi, dans le même sens, souvent, je me disais, bon, comme ce programme d'études donne ça, mais tu sais, aussi, il faut se rappeler que le monde du travail, c'est complètement différent. Tu sais, comme je pense que au niveau de l'ingénierie, 50% des ingénieurs finissent par travailler dans un autre sujet dans qu'est-ce qu'ils ont étudié. Fait que, par exemple, il y a du monde en génie chimie, en ingénierie chimie, qui va travailler sur des projets de génie civil, tu sais. Ouais. Et c'est aussi, je trouve, c'est important à apporter, là, parce que comme des fois, c'est vrai aussi qu'on se met des œillères, là, quand finalement, c'est très vaste, là, ça dépend de l'expérience, ça dépend des occasions, ça dépend de tel endroit. Tu sais, à Montréal, c'est une autre situation que Oui. à Rimouski ou peu importe. Là. Ça, c'est vrai. En même temps, c'est qu'il y a beaucoup d'influence de la société sur la comparaison qu'on fait entre les individus, puis veut pas, on accorde une certaine valeur à des statuts de certaines professions par rapport à d'autres professions. Puis on accorde aussi de l'importance à la façon dont chacun s'exprime face aux autres. Donc, à ce moment-là, la comparaison entre celui qui spontanément est capable de parler rapidement puis d'apporter des arguments, pas nécessairement profonds, mais quelque chose qui paraît bien, comparé à la personne qui parle presque pas, mais quand elle a eu écouté à peu près 15-20 minutes ou une demi-heure de ce qui s'est dit, arrive avec une réflexion où est-ce que là, ça oblige à aller plus loin dans la compréhension du phénomène ou dans la discussion pour trouver des solutions ou dans l'analyse même du problème avant de trouver des solutions. Et donc, ça, il faut aussi être capable d'accepter qu'on ne va pas nécessairement tous prendre la parole de la même façon. Je trouve que ce que tu dis, ça conclut bien notre balado d'aujourd'hui dans le sens où est-ce que tu amènes plusieurs réalités. De savoir ce qu'on veut faire plus tard, c'est pas facile. On va faire face à plusieurs difficultés, que ce soit par rapport aux notes, que ce soit par rapport au programme ou parce qu'on n'a absolument aucune idée de ce qu'on a envie de faire pendant, on va dire, 40 ans. C'est une réalité qui touche tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on jugeait que c'était important d'en parler aujourd'hui. Donc, sur ce, c'est ce qui va conclure notre balado d'aujourd'hui. Donc, on vous invite à laisser des commentaires, à aimer la vidéo. Donc, voilà. Merci beaucoup pour votre écoute et passez une très belle journée. Bye!